souhaite la bienvenue à l'IRCAM, qui va servir de chambre d'écho idéale pour cette semaine du son. Nous l'accueillons depuis sa création. Alors, ce que je voulais dire en guise d'introduction, c'est que la musique est certainement à peu près la seule discipline artistique aujourd'hui qui porte à ce niveau de force la puissance d'expression immatérielle, la relation entre le formalisme et l'intuition, et, on en parle beaucoup à l'IRCAM évidemment, entre l'esprit scientifique et la pratique artistique. D'une certaine façon, elle seule, peut-être avec l'architecture et le cinéma, est capable de métamorphoser les données sensibles, de créer des projets collaboratifs. Alors vous êtes ici dans un lieu qui est tout à la fois un laboratoire CNRS, qui est un lieu d'expérimentation, de production et de transmission universitaire, où nous tentons de faire collaborer des cultures hétérogènes. C'est la force des cultures hétérogènes, scientifiques et artistiques, de collaborer ensemble. D'une certaine façon, et j'en termine là, l'IRCAM est une maison du prototype et du générique, comment on passe de l'un à l'autre. Et je crois que cette question-là passionne, connaissant son œuvre, passionne le parrain de la Semaine du Son, M. Jacques Attali, qui avait écrit en son temps un livre, une économie politique de la musique, Bruit, qui en fit beaucoup lors de sa parution. Voilà, je suis très heureux de vous accueillir. Bonjour à tous pour cette 9e édition, donc conférence de presse que l'on voulait organisée ici à l'IRCAM. Merci encore Franck pour cet accueil chaleureux. Plus que chaleureux, car nous avons une journée organisée ici, nous en parlerons. C'est un lieu que nous connaissons bien, que nous apprécions, et qui nous laisse une visibilité, une lisibilité aussi très importante sur tout ce qui touche en fait à cette relation forte qui est celle de l'acoustique et de la musique. Donc, encore une fois, merci pour cette ouverture, Franck, et aussi cet esprit relationnel très fort qui nous lie, en fait, depuis maintenant le début de la Semaine du Son. Mais sans plus attendre, je remercie tout de suite Jacques Attali d'être avec nous aujourd'hui. Jacques Attali était la personne véritablement en qui nous avions pensé tout de suite, effectivement, pour cette 9e édition. Pourquoi ? Parce que nous avons voulu, comme depuis d'ailleurs le début même de cette Semaine du Son, mettre cet aspect du sonore au niveau sociétal. Et la personne qui nous paraissait la plus à même de pouvoir répondre à ces questions, c'était Jacques. Et quand nous sommes allés voir Jacques Attali, il nous a répondu très rapidement, vous en souvenez, oui, ok, on y va. Et ça a été une réponse sans ambiguïté. Merci Jacques Attali d'être avec nous aujourd'hui. Je vous laisse la parole pour quelques interventions. Et puis ensuite, nous aurons peut-être la chance de pouvoir discuter déjà avec la salle, justement, sur cette première intervention. Je vous remercie. C'est un honneur que vous m'ayez demandé d'être le parrain de cette édition de la Semaine du Son. C'est un grand plaisir, un grand honneur d'être aussi ici et d'être reçu par vous, dans cet endroit, en effet, si important dans l'histoire de la musique et des relations entre la musique et la politique en France, depuis plus de 30 ans maintenant, 40 ans même, en tout cas dans la conception des choses. C'est un grand plaisir à beaucoup de dimensions, parce que je crois qu'en effet aujourd'hui, le son, le bruit, la musique, sous toutes ses formes, est évidemment essentiel dans ce qui se joue. Se faire taire reste un enjeu essentiel du pouvoir. Crier, s'indigner, s'exprimer de toutes les façons possibles reste aujourd'hui la première des manifestations de la liberté et de la démocratie. Une façon de faire taire, c'est aussi de parler plus fort, et la force de la parole, la force des moyens d'expression est un enjeu très important, ce qui fait que le son, c'est aussi non seulement le bruit dans la rue, c'est aussi le bruit des haut-parleurs, comme disait quelqu'un qui a su les utiliser pour installer une dictature. C'est aussi le bruit que font les médias, plus ou moins puissants selon la force et l'argent qui se trouvent derrière. Le bruit, parfois, s'exprime autrement que par les sons, il s'exprime de mille et une façons. Le bruit, c'est aussi la rumeur, c'est aussi les bruits qui courent et qui font souvent beaucoup de mal lorsqu'ils sont des dénonciations ou des calomnies. Donc le bruit envahit nos sociétés de toutes les façons possibles, et en même temps il est à la fois une expression de la liberté et une arme de violence et une arme des dictatures. Et en même temps, et aussi évidemment,
comme toute violence, quand elle est mise en ordre, elle est une expression de la liberté, de l'ordre social, de la paix. Et la musique en est la forme suprême, évidemment, puisque la musique, c'est la forme la plus sublime de la mise en ordre du bruit, de la transformation de la violence en harmonie. Quand on dit la musique adoucit les mœurs, ce n'est pas seulement une boutade, c'est quelque chose d'extrêmement profond, puisque ça correspond à la musique comme métaphore de la non-violence, qui reste au cœur de nos sociétés. Le mystère de la musique, dans son interprétation, dans son lien avec nos sociétés, la façon dont elle exprime la beauté, la façon dont elle exprime aussi le désordre social, dont chaque société le vit, la vie, dans chaque société la vit dans le rapport de celui qui la compose à celui qui l'exprime, dans la façon dont on voit apparaître de plus en plus d'autres façons, de nouvelles façons de faire de la musique, dans la relation entre la musique savante et la musique populaire. Tout ça sont des enjeux d'une extraordinaire modernité, surtout à un moment où les technologies se bousculent et où elles donnent à la musique une dimension radicalement neuve qui la laisse à l'avant-garde du monde. La musique a été la première expression de la mondialisation, bien avant toutes les autres. La musique a été la première expression de la possibilité d'utiliser les technologies de façon individuelle. Et en laissant les gens s'exprimer. La musique a été la première forme de mise en réseau. Le peer-to-peer est bien avant le cloud computing. La musique a utilisé les technologies de l'information bien avant que la finance l'utilise. Et la finance, c'est d'une certaine façon la forme dévoyée de la musique, puisque la finance, c'est aussi l'exploration du virtuel, comme la musique, mais dans une façon très, très dévoyée. Et il y a des relations très profondes entre la musique et la finance. Donc c'est pour cela que les enjeux d'une réflexion sur le son sont d'une extrême actualité dans des sociétés qui souvent sont composées de gens qui ne voient plus le monde, qui le prennent comme un fait, qui ne réfléchissent plus sur lui. À un moment où nous sommes dans une grande bifurcation à la fois éthique, culturelle et de toute nature, et où réfléchir sur l'art et sa place dans la société, réfléchir sur le continuum qui va de la vie quotidienne à l'art le plus sublime, que la musique côtoie bien plus que personne, puisqu'elle est en perpétuel dialogue entre l'expression populaire et l'expression savante, nous donne aujourd'hui une actualité très, très particulière. Je suis donc très, très heureux de participer à cet événement et de réfléchir, je crois, pour une conférence que je ferai en janvier sur la fonction de la musique dans l'évolution de nos sociétés. Ça sera le lundi 16 janvier à France Télévisions, donc 17h à 19h. Hein. Jacques, vous écrivez « Le monde ne se regarde pas, il s'entend. Il ne se lit pas, il s'écoute. » Alors, autant vous dire que c'est une phrase qui nous a fait, dans votre livre Bruit, c'est une phrase qui a eu un écho. Est-ce que c'est une phrase aujourd'hui que vous pourriez aussi, qui reste encore aujourd'hui, qui reste vraie, est-ce que vous pourriez l'étayer un peu, cette phrase-là? Ce sont les 3 premières lignes d'un livre que j'ai écrit il y a 35 ans. Tout le livre qui suit, que j'ai d'ailleurs ensuite réactualisé il y a quelques années, me paraît rester vrai. Je pense que moi, quand j'essaye de comprendre le monde, ou quand j'arrive dans un pays et que j'essaye de le comprendre, je regarde 2 paramètres d'abord. Je regarde la démographie et la musique. Ce sont les 2 paramètres les plus importants pour moi pour comprendre. Je regarde la démographie parce que elle dit tout. Hein. Qui sont les gens, comment ils ont évolué, comment est la famille, comment le peuple sera dans 20 ans, dans 30 ans, quel rapport a-t-il avec l'immigration, etc. Et la musique, parce qu'elle dit le rapport au monde, elle dit le rapport au pouvoir, elle dit les instruments concrets qu'on utilise, elle dit la liberté, elle dit tout. Et elle dit aussi la façon dont on intègre les bruits de la vie quotidienne dans la musique. Elle dit absolument tout sur la résignation, l'espérance, la nostalgie, l'exigence. Tout se trouve pour qui sait l'entendre dans la musique ou dans ce dont les gens peuvent trouver une façon de s'exprimer et d'exprimer leurs paroles dans la musique. Donc plus généralement, l'attitude à l'égard du bruit,
la peur des autres, la peur du bruit des autres, l'écoute qu'on peut avoir à l'égard des autres, la transformation du bruit des autres en une agression ou au contraire en une source de partage, dit aussi beaucoup de choses sur une société. Alors Murray Schaeffer, il nous dit que les sons se suicident. Ils se suicident tous les uns après les autres à partir du moment où ils apparaissent. Et il y a donc dans cette idée de suicide qui nous paraît extrêmement importante, cette idée que le son n'existe qu'au moment où il arrive et qu'ensuite effectivement laisse la place en fait à l'image qui est là pour peut-être décrire le monde. Aussi derrière, une analyse qui arriverait derrière en fait un sonore qui serait dans l'immédiat, qui serait dans le présent. Comment vous réagissez par rapport à ça? Est-ce que vous pensez que les sons se suicident les uns après les autres? J'ai beaucoup lu Schaeffer et j'ai beaucoup... Qui était parrain de l'édition il y a 2 ans, avant Pierre Boulez. Et j'ai beaucoup discuté et réfléchi sur son travail. La musique est évidemment en apparence dans l'éphémère, mais en réalité la musique n'est pas dans l'éphémère. Quiconque s'intéresse à la musique a éternellement la musique dans sa mémoire. Et lorsqu'on réentend une musique, on réentend pas une musique, on entend la musique et on entend le moment où on était quand on l'a entendu la fois précédente ou d'autres fois. Donc la musique est d'abord une borne enregistreuse du temps qui passe. Rien n'est moins futile ou précaire ou fugitif que la musique. Au contraire, je dirais qu'elle n'est pas suicide, elle est éternité. Elle est par la présence même de la mémoire humaine et de sa capacité à transmettre, elle est quelque chose qui s'enracine en nous et qui porte en nous beaucoup d'autres choses qu'elle-même. La semaine du son, c'est une transversalité des genres. Autrement dit, quand on a lancé cette semaine du son, l'idée de base était effectivement d'amener du sonore en fait à travers des éclairages différents. Pour ça qu'on a une journée sur l'environnement, une journée sur la santé auditive, une journée sur l'expression musicale, une journée sur l'image et le son, une journée sur l'enregistrement et la production. Comment vous réagissez par rapport à cette transversalité C'est ça qui m'a intéressé dans votre concept, c'est pour ça que j'ai accepté. J'avais utilisé ce livre Bruit pour cette raison, c'est que je crois qu'il faut voir la musique comme faisant partie d'un tout. Et l'IRCAM a fondé un peu son travail sur cette idée, sur l'idée d'un tout. C'est-à-dire que les bruits forment un tout, et à un moment se passe un mystère où le bruit devient œuvre d'art. Et c'est ce mystère qui est si passionnant comme défi et qu'on peut retrouver sans les théoriser de mille et une façons. Le bruit s'inscrit à ce moment-là dans la fête, dans la transcendance aussi, je crois. Il y a donc une globalité du bruit dans ce qu'il dit et dans ce qu'il exprime très bien que toute chose peut être violence et que toute chose peut être art. Et le bruit l'est. Il y a des bruits qui sont violence et qu'il faut à tout prix interdire, et puis il y a des bruits. Et c'est toute la force de la civilisation que de distinguer les bons bruits des mauvais. Une civilisation, c'est d'abord une distinction, la distinction. Je pense un très beau mot de la langue française, distinguer le bien et le mal, être distingué soi-même, se distinguer, et dans les bruits, distinguer les bruits qui méritent de rester, d'avoir une certaine forme d'universalité, de ne pas être combattu, c'est essentiel. Vous dites aussi que les sons, ce sont des bruits canalisés. C'est ça que j'ai vu dans ce livre. Vous le maintenez, oui, c'est quelque chose qui va dans cette direction. Il m'arrive de relire des livres que j'ai écrits et d'être d'accord avec ce que j'ai écrit.